J'ai le plaisir d'accueillir déjà à la tribune, si je me retrouve dans mes papiers, voilà. À ma gauche, Yann de Kérimel, il est intervenu ce matin. Euh, il est agriculteur et syndicaliste. Il est président de la coordination rurale en Ariège. Et c'est de ce point de vue-là qu'il nous expliquera aussi, enfin, qu'il nous apportera son témoignage. À ses côtés, il y a Mohamed Gafsi, qui est enseignant-chercheur, professeur en sciences de gestion qui travaille sur l'exploitation agricole, notamment lorsqu'elle est confrontée à la problématique de l'agriculture durable et de l'agroécologie. Et vous allez nous parler d'une histoire à Vittel, là. C'est de la Pyrénéa qu'on a, mais on va quand même parler d'eau. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir la seule femme de la tribune encore cet après-midi, Muriel Gineste, qui est chercheuse, sociologue à Toulouse, qui travaille à développer, ça va nous intéresser, des outils et des programmes de co-construction qui permettent d'arriver à de l'innovation. Elle nous en dira plus tout à l'heure dans le détail. Bruno Lyon nous a rejoint pour la DRAF Midi-Pyrénées et Clément Genet, qui est un spécialiste de la participation et qui interviendra avant la discussion formelle avec vous. Mais on va vous inclure tout au long de l'après-midi, vous allez voir dans les propos que nous pourrons avoir. Alors, parlons d'eau. Parlons d'eau. Mohamed Gafsi, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire qui s'est déroulée dans les Vosges autour de Vittel? Bonjour. Oui, effectivement, une histoire, la vie est faite d'histoires. Alors, ce qui s'est passé à Vittel, c'est un travail de recherche qui a été mené d'une manière interdisciplinaire. Et c'était à l'époque, début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Donc c'est un programme de recherche qui a relié l'INRA avec d'autres chercheurs, le CNRS, et avec une société des eaux minérales de Vittel, donc une société privée, avec les agriculteurs, avec les institutionnels, la préfecture, et aussi la région, l'État, l'Europe, mais aussi avec les agents de développement, la Chambre d'agriculture, enfin, les syndicats agricoles, etc. Donc, Alors pourquoi j'ai cité ça? Parce qu'en discutant avec Agnès, on a, à propos de la co-construction, donc je lui dis, voilà, quand j'ai commencé mes travaux de recherche, actuellement je suis enseignant, donc professeur de sciences de gestion à l'ENFA, mais avant j'ai fait ma thèse. Ma première, mes premiers travaux, c'était dans le cadre de recherche sur le terrain de Vittel. Et c'est un terrain où il y avait ce qu'on peut dire une recherche-action, une recherche participative. Et à l'époque, c'était une recherche qui est un peu, novatrice dans le domaine. On ne parle pas encore, Bruno Latour a parlé des recherches et de la microsociologie et a édité même un livre en 94-95 sur le métier de chercheur. Et donc, c'était pour dire que la recherche jouait un rôle important et social. Ce qui est important dans le cas de Vittel, c'est que la recherche sort de son, disons, rôle habituel dans un schéma qui est communément admis, recherche, développement et donc acteurs, applications. Et donc, les chercheurs, ils cherchent dans leur labo, dans leur univers. Puis après, les agents de développement font la transmission, le croix de transmission. Puis après, les acteurs qui ne savent pas trop, etc., ils attendent les résultats pour appliquer. Donc la recherche, enfin, le projet s'est inscrit en défaut par rapport à ce schéma-là, et plutôt c'est une recherche qui part des préoccupations de terrain, qui est proche des acteurs et qui rentre dans une situation où il y a effectivement une multiplicité d'acteurs et de co-construction avec différents types d'acteurs, comme on a dit. Et donc ça, c'est une démarche qui a été intéressante de ce point de vue. Du coup, il y avait même ce qu'on appelait après, avec les questions qui sont venues, les crises de la vache folle, le SB, etc. Donc c'est le retour des chercheurs vers les questions de société, vers le terrain, et on appelle la recherche finalisée
les recherches en partenariat, la co-construction. Michel Dery, mon collègue, a parlé ce matin du PSDR à la 4e génération. La première génération de PSDR, c'est la fin des années 90. Hein, et donc, ce qui est important, c'est une recherche, partenariat, et d'où d'ailleurs mon témoignage cet après-midi, c'est un peu comment est fait et vécue cette co-construction ou cette démarche, on peut dire participative, de recherche qui se veut concilier deux mondes a priori éloignés, le monde scientifique qui est avec un certain nombre de caractéristiques présupposées, neutralité, objectivité, et puis après la vérité, ça a été dit ce matin, puis après le monde des acteurs qui cherchent des solutions pratiques, pratico-pratiques, etc. Mais on reviendra après si... Voilà. Mais sur Vittel, justement, il s'est passé quoi alors précisément ? Quoi le problème et comment on est arrivé au bout par quels moyens ? Alors, sur Vittel, la question est posée aux agriculteurs après un constat d'augmentation du taux de nitrate dans la nappe. Encore les nitrates. Encore les nitrates, voilà, ça a été soulevé ce matin. Et donc, à l'époque, les taux de nitrate mesurés régulièrement montraient une évolution des taux qui atteignaient vers les 6-7 mg par litre, mesurés dans la nappe. Et donc, pour arriver, Vittel à un seuil, pour que ça soit l'eau considérée minérale, il faut que ça soit en dessous de 10 mg. Donc, pour parer à cette évolution, Vittel propose de faire des changements de pratiques agricoles sur le bassin versant, donc le bassin d'alimentation de la nappe locale. Donc, à proposer des changements et à demander à la fois aux institutionnels, parce qu'au début la question s'est posée, est-ce qu'on peut avoir la voie, disons, l'aide et la voie réglementaire par l'Europe à travers notamment des mesures agri-environnementales ou autres. Puis après, c'est à proposer de mener un travail de recherche avec l'INRA, impliquant les agriculteurs et impliquant les agents de développement, enfin les chambres d'agriculture, la préfecture, la collectivité, donc la mairie de Vittel et Vittel. Il faut dire que Vittel, c'est la société minérale, et donc c'est connu, et Vittel emploie 300 personnes sur la zone, c'est-à-dire il y a à peu près une cinquantaine d'agriculteurs sur la zone, et Vittel, c'est une force à la fois par le poids économique, le poids de tourisme et le poids politique, est une force importante sur ce territoire. Donc, à demander à faire un travail sur plusieurs années, ça a duré quand même 8 ans, 9 ans, c'est depuis 88 jusqu'à 97, sur 2 programmes. L'idée au début, c'est d'établir un diagnostic pour proposer des solutions. Il faut que ces propositions soient acceptées par le maximum de participants. Et donc, le schéma au début, c'était de mettre autour de la table à la fois Vittel, les représentants de la profession agricole, les agriculteurs et leurs représentants, et l'INRA. Puis après, à un moment donné, il y avait des petits sous-entendus, des malentendus. Et du coup, l'un des acteurs qui n'a pas suivi dans cette démarche, considérant que la recherche n'a pas interféré dans l'action directe à prendre le rôle des agents de développement. Mais ce qui est important dans cette... il y avait un travail pendant 3 ans, 4 ans pour identifier, diagnostiquer le problème, proposer des solutions techniques par rapport à ce problème. Et dans un deuxième temps, donc deuxième volet, c'était la mise en œuvre des changements et accompagner cette mise en œuvre des changements chez les agriculteurs qui ont pu contracter. Et pour finir à la fin, c'était pratiquement tous les agriculteurs qui ont contracté le contrat de Vittel. Mais c'est des conditions un peu particulières, dans le sens où il y a une forte incitation et accompagnement, à la fois financier, mais aussi foncier, parce que Vittel a pu acquérir un certain nombre de terres, etc. Et donc, il y a eu des changements réels dans les systèmes de production, où on a enlevé, donc la zone de Vittel, c'était le petit bassin
parisien, ce qu'on appelait, c'était bassin céréalier, etc. Et on a enlevé tout ce qui est pratiquement les céréales et la culture de maïs. Et c'était une zone d'élevage aussi. Et donc, on a changé par un système tout à l'herbe, en valorisant l'herbe avec les systèmes de séchage en grange, avec des produits de qualité, etc. Voilà. Merci pour ce retour sur l'histoire qui montre qu'effectivement, il y a eu des tentatives déjà depuis longtemps. Muriel Chinès, vous travaillez, vous, sur des choses complètement actuelles, hein, puisque vous préparez quelque chose pour le début de l'année, là, racontez-nous. Alors, on prépare deux choses. On prépare en fait la mise en place de deux dispositifs que l'on appelle des Living Labs, laboratoires d'innovation ouverte. Un qui s'appellera Centre d'innovation sur l'alimentation. Et donc l'objectif est d'innover avec les filières agricoles et agroalimentaires, mais surtout d'innover avec l'utilisateur final, qui est le consommateur. C'est-à-dire vraiment de bâtir des dispositifs de co-construction en associant le consommateur comme un expert à part entière du système. Et en allant au-delà de l'expérimentation qu'on appelle l'expérimentation contrôlée. En gros, quand vous innovez, vous avez une idée. De l'idée, vous passez à un prototype, vous testez le prototype. Et en règle générale, vous testez le prototype dans un système qui est plutôt contrôlé avec quelques paramètres. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'un grand nombre d'innovations dans l'agroalimentaire, en fait, n'étaient pas des innovations, c'était des créations. C'est-à-dire qu'elles ne trouvaient pas leur public, elles ne trouvaient pas les utilisateurs, elles ne trouvaient pas l'usage. Donc on avait pensé sans les utilisateurs et même si on avait l'impression de répondre à un besoin, en fait, dans la pratique, dans le côté pragmatique du quotidien, eh bien, ces innovations ne trouvaient pas leur place. Donc notre objectif, c'est d'essayer d'améliorer ces niveaux d'acceptabilité. Et pour penser l'acceptabilité de l'innovation, eh bien, on développe des process d'implication de l'utilisateur final qui associera également des expérimentations en situation réelle. C'est-à-dire qu'après avoir testé un prototype, après avoir, on mettra cette innovation, enfin cette création pour qu'elle arrive au stade de l'innovation, dans une situation que les ergonomes appellent écologique, c'est-à-dire dans la situation réelle d'usage. Donc ça, c'est très important. Donc, on crée un Living Lab sur la filière agri-agro pour innover dans l'alimentation. Et on crée un deuxième Living Lab dans la filière agricole qui s'appellera Decidae et dont l'objectif est le même, c'est-à-dire de penser les innovations dans le monde agricole avec et en associant l'expertise des utilisateurs finaux qui sont là les agriculteurs et les conseillers agricoles. C'est-à-dire d'essayer toujours de penser les processus d'accompagnement de l'innovation en co-construction avec les utilisateurs. C'est ce qui nous paraît important au constat de voir que, par exemple, dans le monde agricole, qui innove énormément, c'est probablement un des secteurs qui, parce qu'il y a des changements, les changements de la réglementation, des pressions qui sont les pressions dues au réchauffement climatique et à d'autres pressions sociétales, c'est un monde qui innove et qui innove beaucoup en associant les nouvelles technologies, les technologies satellitaires, donc qui font des systèmes très complexes. Et on a d'énormes progrès qui se font, mais la greffe, en termes de pourcentage d'agriculteurs qui acceptent ces systèmes, est assez faible pour l'instant. Et donc l'objectif, c'est vraiment de repenser les processus d'innovation en associant. Et alors, quand je dis associer, j'insiste sur le terme d'expertise. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien que l'utilisateur final devienne un expert de son usage. Il est un expert de son usage. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple un consommateur par rapport à un produit, lui, il est l'expert de son achat alimentaire. Il est l'expert de sa consommation alimentaire. Et c'est de cette expertise dont on a besoin pour penser l'innovation. Ça fait partie, par rapport à ce que disait Marianne ce matin, de cette espèce de sphère avec une vision. Quand on a un porteur d'innovation, enfin quelqu'un qui a une idée, qui trouve une idée géniale, souvent quand les gens viennent nous voir, ils ont vraiment le sentiment d'avoir une idée géniale. Mais on leur dit il faut que vous rencontriez d'autres personnes, d'autres experts pour vous aider à avoir d'autres parties de vision de la sphère. Mais souvent, on oublie le consommateur, et le consommateur, on ne l'associe que sous forme de panel. C'est-à-dire que quand le projet est abouti, on lui demande son avis. Sauf que l'avis, ça ne suffit pas. L'intégration de l'usage est essentielle comme étant une dimension de l'innovation elle-même, de la création d'innovation. Pour que je comprenne bien, Muriel,
vous cherchez une meilleure acceptation là, ou vraiment une co-élaboration? Alors, l'objectif pour quelqu'un qui innove, pour une entreprise qui innove, c'est que l'objectif économique et l'objectif, c'est bien qu'à un moment donné, l'innovation soit acceptée. De toute façon, pour qu'une bonne idée aboutisse à une innovation n'existe et on ne parle d'innovation que si c'est accepté. Maintenant, on s'aperçoit que pour que on puisse améliorer cette innovation, je vais vous prendre un exemple concret. Quand vous pensez dans le monde agricole l'implantation d'un nouvel outil de la décision pour la fertilisation du blé, par exemple, cet outil, il a une fonction par rapport à l'amélioration d'une pratique agricole. Sauf que cet outil, il est intégré dans un système embarqué dans un tracteur. Il marche en association avec d'autres outils qui existent sur l'exploitation et dans la coopérative agricole. Cet outil, il est aussi un outil de collaboration entre le conseiller de la coopérative ou de la chambre d'agriculture avec l'agriculteur. Et cet outil, il impacte l'organisation globale du travail de l'agriculteur. C'est tout ça qu'il faut penser, et qu'il faut penser avec celui qui va l'utiliser. Donc ça veut dire que quand on parle de processus d'acceptabilité, et je parle bien de processus d'acceptabilité, c'est d'essayer d'imaginer avec lui tous les niveaux d'impact de ce nouveau outil qu'il va utiliser. Donc il y a l'impact à l'échelle de l'utilisateur, ce qu'on appelle l'interface homme-machine, et là on fait appel à des ergonomes, on fait appel à la psychologie cognitive pour essayer d'imaginer... Mais après, il y a la partie, cet outil, quand il intervient dans l'organisation et les chaînes d'acteurs, avec le conseiller agricole, c'est de l'organisation du travail, donc c'est de l'analyse du travail. Donc là, on fait appel à d'autres expertises pour aider. Et l'objectif, c'est bien d'imaginer tous ces points qui pourraient être des verrous et de faire de ces points plutôt des leviers que des verrous et d'imaginer les outils de conduite de changement. Donc c'est un processus qui est à mettre en place, qui est un petit peu... Par rapport à ce matin, on parlait de timing. On va en reparler, vous inquiétez pas, voilà. Du timing. Il faut être conscient que c'est quelque chose qui prend du temps par rapport à des processus classiques. À un développement de produits classiques, voilà. Jusqu'au panel. Merci Muriel. Yann de Kerimel, vous êtes responsable syndical agricole. Normalement, les syndicats sont impliqués dans l'élaboration des décisions. Enfin, en tout cas, vous êtes invité à négocier, en tout cas. Comment vous le vivez depuis la coordination rurale, comment vous vivez ces questions-là? Alors, c'est assez complexe parce que, en fait, pour rentrer dans la représentativité agricole, il faut être au-dessus de 10% lors des élections. Nous sommes à 12%, mais ça ne veut pas tout dire, parce qu'en Chambre, il y a une répartition des sièges qui est tout sauf démocrate. Et 10%, syndicat, hein. Pour tous les syndicats. En fait, le syndicat victorieux prend 11 sièges sur 21, et en plus, il participe au prorata des 10 sièges restants. Donc, ce qui fait que celui qui fait 12%, finalement, il a un siège. Voilà. Donc ça, c'était juste pour dire, parce que ça veut dire qu'en fait, quand on est représentatif, donc au-dessus de 10%, on est invité dans toutes les commissions. Alors, la DDT, la Chambre d'agriculture, le département, etc. Or, quand on est seul à toutes les commissions, ça fait beaucoup de temps pris. Vous savez que la réunionnite est chronophage. Or, le problème dans toutes ces réunions, c'est que souvent, elles sont quand même gérées par l'administration. Alors, je ne vais pas leur reprocher de le faire, hein, c'est bien quand même si parfois, il y en a qui sont chronophages pour aucun résultat. On l'a vu tout à l'heure avec monsieur, dans une discussion privée, on en a parlé. Donc, parfois, c'est difficile de rendre en fait, ce temps rentable. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est quand on n'est qu'une voix au milieu d'une plénitude de voix. Et donc, on a peut-être un message à faire passer, mais qui n'est pas forcément entendu par les autres. Et notamment là au niveau syndical, il y a un jeu politique qui est malheureux parce qu'il n'est pas dans le sens noble du terme. Pour moi ce matin, il y a plusieurs mots qui sont passés et il y a un mot qui m'est cher, c'est le bien commun. Et le bien commun, c'est pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ce qu'a voté la majorité et c'est l'obéissance à la majorité qui a peut-être une idéologie fausse ou peut-être des buts non avoués. Le bien commun, c'est quelque chose qui est bien pour tous, même ceux qui ne sont pas d'accord au départ. Et ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment une construction qui va se faire dans le temps. Et donc, au niveau syndical,
ça impose en fait de se tenir au courant de ce qui se passe et d'essayer d'intervenir. Alors je dis bien essayer, parce que c'est très compliqué, parce que malheureusement, nous sommes censés être en démocratie, mais on se rend compte que la démocratie, la majorité des citoyens ne l'expliquent que, et encore pas tout le temps, par le vote. Et or, démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc ça veut dire qu'en fait, toute décision devrait être prise avec l'accord du peuple. Ce qui est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de points de vue différents qui ne sont pas toujours convergents et donc qui feront que parfois il y a un immobilisme, ce qui a été le cas de la 3e et 4e République. Donc aujourd'hui, je pense que le combat syndical, il est malheureusement, s'il est à finalité particulière, c'est dommage. Mais justement, le problème, c'est que l'intérêt, le bien commun ou l'intérêt de la collectivité n'est pas forcément suivable par tout le monde. Parce que donc vous parliez là justement d'investissement agricole avec les outils embarqués. Un tracteur capable d'accepter des outils embarqués, c'est 60 000 €. Le moindre outil embarqué, c'est 2 fois le prix du même outil sans cerveau, entre guillemets, électronique. Donc il faut imaginer que des gros céréaliers, etc., ont les moyens de faire ça. Mais la moyenne d'une exploitation agricole en France, c'est 54 hectares. Et 54 hectares, si vous n'êtes pas en production spécifique, donc en céréales et encore dans des niches, ou sur des plantes médicamenteuses, vos 60 000 €, vous ne pouvez pas les investir comme ça. Surtout que ça n'a pas de rentabilité immédiate. C'est du très long terme. Alors, on va reparler d'un sujet qui est aujourd'hui les zones vulnérables avec les nitrates, mais je ne m'étendrai pas sur les nitrates. C'est simplement la mise aux normes des bâtiments d'élevage aujourd'hui en Ariège vont représenter un coût moyen de 40 000 € par exploitation agricole pour obéir aux diktats, entre guillemets, donnés par l'Europe sur ces zones vulnérables. 40 000 € sans aucune rentabilité. Donc aujourd'hui, qui parmi vous se dirait « Tiens, j'ai 40 000 €, je ne sais pas quoi en faire, je vais les mettre dans un truc qui ne me rapportera rien ». Je vais vous prendre à votre propre jeu, Yann, parce que vous parliez de bien commun. On peut estimer que le bien commun, c'est justement que les mises aux normes soient faites pour une meilleure qualité de vie. Alors, je me fais l'avocat du diable pour très bien. Non, mais justement, c'est très bien de l'avoir pris comme ça, parce que justement, soit je sors de moi-même et je dis « Ok, bon, très bien, j'investis parce que c'est pour le bien ». Bon, là encore, il faudra prouver la véracité des choses, mais après, en fait, le problème vient à un moment, on va imposer une norme. Alors, soit donc l'État prend la direction de dire, voilà, mise aux normes de tous les bâtiments. Ok, très bien. Ceux qui n'ont pas les moyens, soit vous fermez, on met quelqu'un à votre place, soit on vous paye la mise aux normes. Mais à un moment, ça veut dire que c'est vos impôts qui payent. Vous payez déjà par la PAC des aides aux agriculteurs, enfin des aides compensatoires aux agriculteurs. Gardons bien le mot compensatoire, c'est important. Et donc vous allez en plus payer le produit consommé. Alors ça pose quand même un sérieux problème de dire à un moment, est-ce qu'il est juste de mettre tout le monde sur le même pied ou est-ce qu'on va, et je pense que c'est le rôle de l'État et de l'administratif, en fait de laisser faire les créateurs de richesse à leur mesure. Nous avons la semaine dernière installé en Ariège 2 jeunes agriculteurs que la Fédé appelle les hurluberlus. Vous savez, des gens avec des dreadlocks qui veulent faire des plantations naturelles. Non, pas du hashish, du maraîchage bio, etc. Et en fait, à un moment, la question se posait de dire, oui, mais ces gens-là, leur truc ne sera pas rentable, pourquoi on les aide à s'installer? Sachant qu'on leur donne une DJA, donc une prime à l'installation pour les jeunes agriculteurs, qui peut être de 16 000 € en plaine, en moyenne, à 24 000 € en montagne. Donc à un moment, on leur donne de l'argent public pour les aider à s'installer. Donc on dit ces hurluberlus, leur truc c'est pas rentable, ça va pas bien marcher, etc. Et donc moi je suis intervenu en disant mais attendez, la question c'est pas est-ce que c'est rentable ou quoi que ce soit, c'est quelle vie veulent-ils mener eux? Est-ce qu'ils ont envie de s'enrichir, de s'agrandir, ou est-ce qu'ils veulent juste vivre avec leur famille et subvenir à leurs besoins du quotidien sans mettre d'argent sur un compte en banque? Et si c'est le cas, autant les laisser faire, surtout que cette exploitation, à part eux, à part ces hurluberlus qui prennent le risque de travailler l'hiver à la main dans leurs terres, qui prendra le risque d'exploiter ces terres-là? Personne. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est bien qu'il y ait des directives qui soient poussées pour le bien commun, mais en même temps, il ne faut pas rêver. Toutes les terres ne sont pas exploitables de la même manière. Le climat n'est pas le même partout en France, la pluviométrie, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte et qui font redescendre que les décisions doivent être prises au niveau local avec les personnes concernées et pas
justement dans un rêve administratif gigantesque où tout va bien, tout est pareil, on est dans le monde des bisounours. Merci Yann de Kéribel. J'entends bien que vous êtes a priori favorable à la co-construction, justement parce que les règles du jeu syndical font que vous êtes, même en étant représentatif, finalement pas entendu, pas écouté. Ça fait partie des thématiques qu'on va aborder maintenant. On a sérié une série de questions que je vais vous soumettre pendant la pause du déjeuner en écoutant ce qu'on a dit ce matin. Et on aimerait que vous participiez avec nous à essayer de nous filer des pistes. Voilà, essayer de trouver des pistes qui pourraient donner création d'outils derrière. Et la première des questions, donc si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main. Hein, et c'est valable pour Clément aussi. La première question, c'est en fait qu'on s'est posée, c'est quels sont les types de situations qui supposent d'engager un processus de co-construction. Alors est-ce que par exemple les commissions d'attribution de DGA, pour rester là, ça nécessite ça? Alors je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis. Quelles sont les configurations, les problématiques qui mériteraient, ou les types de problématiques en tout cas, qui mériteraient, quels sont les critères qui permettraient de décider, tiens, ah bah là, plutôt que de faire de la négociation, je vais faire de la co-construction. Qui veut se lancer sur cette... Ça c'est une question sans filet. Allez, il en faut un. Moi, j'ai tendance à dire le critère basique, c'est quand on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que si on a un problème et qu'on sait le résoudre, on n'a pas besoin. Et qu'on sait bien le résoudre, alors le bien, qu'est-ce que ça veut dire? Mais a priori, si la solution est évidente à tout le monde, ou si la solution est là, il n'y en a qu'une, on n'a pas besoin de co-construction. Donc il y a des cas, manifestes où on ne se pose pas la question, par exemple des cas d'urgence, des cas où il faut agir, et là, il faut se débrouiller, on n'a pas le temps, etc. Donc il y a plein de situations pour moi où il ne faut pas faire de la co-construction. Alors, encore une fois, pour moi, la co-construction, dans l'échelle qu'on a vue tout à l'heure, c'est un niveau particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas de la consultation, de la concertation. C'est un mécanisme impliquant dans le temps, etc. J'ai juste recité cette échelle pour dire que finalement, à chaque problème, on pouvait appliquer exactement. un niveau d'intervention différent. Voilà. En quelque sorte. Et je pense que c'est ça. Alors, moi, je me place du côté de l'institutionnel qui, à un moment donné, déclenche ou pas des processus. Si j'ai la liberté de choisir dans quel régime je m'inscris, et ben je pense que l'important, c'est d'être capable de bien y réfléchir et donc de me dire, face au problème que j'ai à résoudre ou au problème qui est posé par la situation, est-ce que je suis en situation où je peux agir seul? Est-ce qu'on peut agir à un petit nombre et résoudre? Ou est-ce qu'il me faut aller chercher de l'idée, de l'énergie, de l'implication de gens qui ne sont pas immédiatement en posture d'action? Donc il y a vraiment une réflexion préalable. En fonction de ça, je choisis de faire de la concertation, consultation, hein, ou de m'engager dans des processus lourds. Donc ce qui fait aller dans un processus lourd, à mon avis, c'est quand on sent qu'on n'a pas la capacité à prendre en charge correctement la situation tout seul. Donc elle est trop complexe, on ne la comprend pas. Ou on voit qu'il nous faut énormément de partenaires à engager. Donc, je pense que le premier... Et ça, c'est presque du ressenti personnel qu'on a à un moment donné. Moi, je me souviens quand on a commencé à travailler sur les phytos, c'est d'abord parce que j'étais habité d'un doute sur le fait que l'action standard de l'administration amène au résultat. C'est ça qui fait qu'on va chercher autre chose. Sinon, si on a pleinement confiance dans ce qu'on va faire, on le fait et puis on ne se pose pas de questions. Donc, le choix, quand on a le choix, il est, à mon avis, fondé sur ces deux critères. Un, je regarde le problème à gérer, je me dis, oula, ça me dépasse. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, je me dis, il faut le gérer. C'est-à-dire que je ne peux pas me dédouaner de gérer ce problème. Donc, par exemple, le changement climatique. Voilà, beau sujet. C'est évident que le changement climatique, en tant qu'être humain, citoyen, etc., ça me préoccupe. Et je me dis, j'ai des enfants... moi, peut-être que dans 50 ans ou 60 ans, je ne sais pas ce que je serai, eux, ils seront encore là, etc. Donc on se dit, là, on a une responsabilité. On ne peut pas être inactif par rapport à ça. Donc je suis concerné, je sens que ce problème doit être pris en charge. Deuxièmement,
je me rends compte qu'il ne suffit pas que je claque des doigts de mon bureau de la DRAF en disant faites ci ou je ne sais pas quoi. Vite un décret. Un décret, vite un décret. Donc on voit bien que ma capacité à agir, je ne veux pas dire qu'elle est nulle, mais elle est faible et qu'il faut l'action d'énormément de gens pour le faire. Donc pour moi, ça, c'est typiquement les conditions où de la co-construction impliquante est nécessaire pour prendre en charge le problème à terme. Alors, le dernier point, à mon avis, qui est très difficile pour nous, administration, alors là, c'est une parole aussi qui est très personnelle, c'est qu'on est sans arrêt à prendre en charge des pseudo-processus de co-construction. C'est-à-dire des processus qui sont plutôt de la consultation, de la concertation, et on les habille sous les oripeaux de la co-construction. Et ça, c'est très difficile d'être lucide là-dessus et de trouver le moyen de ne pas le faire. Parce que quand vous recevez une circulaire, un machin qui vous dit vous allez réunir un comité avec tant de personnes pour faire un truc, voilà. Donc il y a une vraie difficulté quand même par rapport à ces questions, c'est-à-dire c'est arriver à s'écarter et on l'a dit, mais on en y reviendra tout à l'heure, et à trouver les moyens pour faire la co-construction, parce qu'il faut des moyens, du temps, de l'énergie. Souvent on vous dit il faut nous sortir le schéma machin dans 6 mois, alors vous savez très bien qu'il faut 5 ans pour faire un vrai travail si vous voulez le faire. Voilà. Merci Bruno. Muriel. Moi, je pense qu'il y a un autre domaine pour lequel il est nécessaire de faire la co-construction, c'est l'innovation. Parce que déjà, quelqu'un qui arrive avec une idée, il n'a qu'une idée partielle et qu'il n'a pas toutes les compétences, il n'a pas toutes les expertises. Prendre des avis d'autres personnes, intégrer d'autres dimensions. C'est très important de construire aussi ce qu'on appelle une intelligence commune autour de cette innovation, c'est-à-dire rassembler des savoirs différents autour d'une question qui est une question commune. Donc ça, c'est à mon avis nécessaire. Et il y a une dimension dans l'innovation auquel il faut penser, c'est la notion de prise de risque. Quand on innove, on prend des risques. Souvent, les novateurs sont des gens seuls parce qu'ils ont une idée, donc ils ont une vision. Cette vision, ils l'ont des fois même de façon intuitive. Moi, je crois beaucoup à la notion d'intuition, mais l'intuition, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est quand même plus portée sur la rationalité et le raisonnement, des fois, c'est très compliqué d'aider quelqu'un qui a une idée parce qu'il sait que c'est par là qu'il faut aller, que son idée, elle est vraiment basée sur de l'intuition et elle est juste. Donc, il faut l'aider à trouver des expertises pour pouvoir construire cette intuition et l'asseoir sur des bases d'expertise. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de co-construire dans l'innovation et de co-construire. Alors, en plus, ce qui est magique, c'est que quand on a commencé à parler de co-construction, quand on a commencé à parler de prendre en compte le facteur humain dans l'innovation, eh bien, là maintenant on peut en parler. Il y a quelques années, c'était très compliqué pour nous. Quand je dis nous, ce sont les sciences humaines. Parce que dans le domaine de l'innovation, on parle beaucoup de l'innovation technologique. C'est vraiment... Dans le domaine agricole, il y a 2 grands domaines, c'est l'agronomie et la techno. Et de temps en temps, on disait, vous savez, c'est un être humain qui va utiliser votre outil. Et il y a un principe en ergonomie, c'est que on pense les outils en fonction de l'être humain et pas l'inverse. Donc on adapte le travail à l'homme et pas l'inverse. Donc c'est cette posture qu'il faut avoir. Et donc du coup maintenant, ce que je trouve vraiment bien, c'est que on peut parler de 3 dimensions dans l'innovation agricole: l'agronomie, le technique et l'humain. Et ça associe en co-construction des disciplines scientifiques et techniques qui viennent d'horizons différents. Et comme on disait ce matin, c'est très cloisonné, notamment le monde de la science. Vous êtes d'accord, cher ami ? Et donc là, la coopération et la co-construction, ce qu'on appelle la collaboration horizontale, ça permet de casser les barrières, ce qui n'est pas toujours simple, mais ça l'est de plus en plus. Donc je crois que c'est vraiment essentiel, ça, cette dimension-là. Merci Mohamed Kefsi. S'il y a des domaines sur lesquels vous préconiseriez des processus de co-construction, ce seraient lesquels ? Du point de vue concernant les problèmes qui se posent pour des chercheurs, je peux dire que la co-construction, c'est une démarche.
C'est-à-dire qu'on peut appliquer dans plusieurs situations et donc on peut la suivre avant que ça soit lié uniquement selon les situations. Ce n'est pas une boîte à outils, c'est une démarche, c'est un esprit de conduite, de démarche de recherche. Maintenant, cette démarche-là, elle est appliquée le plus souvent quand on traite des problèmes et des questions qui sont complexes. C'est ce qu'on a vu ce matin avec l'exposé. La complexité, ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions, qu'il y a plusieurs paramètres, qu'il faut plusieurs regards, etc. Et les questions aujourd'hui, si on essaie, du point de vue recherche, aborder les questions, essayer de comprendre et d'apporter des solutions, c'est des questions d'ordre de complexe. Le chercheur, il essaie de faire un modèle, il essaie de représenter la réalité, mais il réduit la réalité avec l'approche sectorielle que nous avons. C'est toujours, on réduit la réalité. Et pour pouvoir dépasser cette lecture des chercheurs qui est par nature réductrice, si on essaie de construire avec d'autres acteurs, ça nous aide à mieux cerner la complexité, à bien saisir les différents enjeux et questions relatives à ça. Maintenant, au-delà du domaine de la recherche, dans le domaine de l'action, dans le domaine... Il y a co-construction, c'est une démarche aussi de résolution de problèmes, de prise de décision. Je rejoins Bruno Lyon, quand il y a des questions qui peuvent être traitées facilement, d'autres qui sont un peu plus complexes, qui nécessitent la co-construction. La co-construction, quand il s'agit d'un problème qui est mal défini, un problème, une situation mal cernée, mal définie. Parce que la co-construction, avant de chercher des solutions, c'est de partager l'identification, l'appréhension des problèmes et des enjeux autour de ça. Ça, c'est le premier. Deuxième cas, disons, deuxième caractéristique, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs autour de ce problème-là. Ce n'est pas uniquement un ou deux, c'est-à-dire s'il y a plusieurs acteurs, il y a une certaine hétérogénéité et il y a des conflits d'intérêts par rapport à ce sujet-là. C'est la prochaine question, Mohamed, on y reviendra, la question des acteurs, de leur choix, de leur légitimité. Enfin, voilà, voilà. Et troisième point, les situations, quand on parle de situations d'action, etc., ça, derrière, ça renvoie à des questions de ressources, de moyens et l'utilisation des ressources, etc. Et le grand problème, c'est que quand il y a un flou dans les droits par rapport à ces ressources, quand il y a un flou, il faut résoudre le problème. Donc, parce que classiquement, nous, on distingue plusieurs situations. Soit les droits sont clairs et du coup, l'action privée, marché et autres, peut résoudre le problème. Soit les droits ils sont publics, c'est l'acteur public qui décide, mais on voit que des fois, ça ne marche pas. Mais quand il y a des flous, et du coup, il y a un arbitrage, il y a un compromis, il y a des consensus à chercher, il y a la construction pour pouvoir effectivement... Comme outil pour avancer sur ces questions. Voilà, si on prend un exemple, la gestion d'un cours d'eau, le problème de biodiversité, des choses comme ça, ça nécessite la co-construction parce qu'il y a plusieurs acteurs et les droits ne sont pas unanimement définis, quoi. Si je résume rapidement, avant de passer la parole à Clément et puis après à Yann, les problèmes qui sont d'une complexité importante, les problèmes qui sont en avance sur leur temps, qu'on a du mal à saisir avec l'innovation, et les problèmes qui sont posés par le flou, voilà, où tout n'est pas forcément très très bien défini, où on ne sait pas qui est responsable de quoi, forcément de manière très très déterminée. Clément, vous vouliez intervenir ? C'est la prise. Ok. Donc, moi, je pourrais rajouter un autre point technique, puisque un autre enjeu technique, il me semble assez important, là, c'est qu'on a une contrainte, de plus en plus une contrainte budgétaire sur les collectivités qui font que on va passer assez rapidement d'une logique de l'offre à une logique de la demande, et que ça, il va falloir questionner les usagers parce que ce ne sera pas possible de faire autrement. Ça rejoint la question un petit peu de l'innovation. Mais en fait, je préfère prendre un petit peu de hauteur parce qu'en fait, un processus de co-construction, c'est un processus de participation comme un autre. Et dans les processus de participation, on distingue en fait 3 types d'enjeux. C'est un chercheur qui s'amusait à faire ça, c'est Saint-Omer. Et c'est les enjeux qui sont techniques. C'est ce qu'on aborde depuis tout à l'heure. C'est voilà, qu'est-ce que ça va apporter au projet.
Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Mais on distingue aussi deux autres types d'enjeux, qui sont des enjeux d'ordre sociaux, qui sont un apprentissage, un lien social entre les gens, un empowerment, des sans-voix qui arrivent à s'exprimer, des leaders qui émergent ou au contraire qui sont écrasés par ceux qu'on... Voilà. Et puis il y a des enjeux qui sont d'ordre démocratique, du lien entre les élus ou les décideurs et les participants. Et en fait, ça pose cette question-là, à quel moment on fait un processus de co-construction ou un processus de participation. On peut en faire partout, mais c'est en fonction de ces questions et de ce qu'on a envie d'avoir comme impact, en termes sociaux, démocratiques et techniques, qu'on va en faire un ou pas, et qu'il va prendre une forme ou une autre. Donc savoir ce qu'on veut faire avant, voilà, quelle est la finalité pour le Quelle coup. est la finalité, et pas qu'en termes techniques, mais en termes démocratiques et sociaux. Parce que de toute façon, c'est un processus de participation, il va se passer des choses sur ces deux enjeux-là. Voilà, aujourd'hui, c'est un processus de participation. C'est pas de la co-construction, mais c'est un processus de participation. On va chacun avoir des apprentissages, il va se passer quelque chose. Et si on avait pris une autre forme, ça aurait eu des impacts différents. Et donc, en fonction de ce qu'on a envie d'avoir, on prend ou non, on met ou non en place tel ou tel dispositif. Donc on a une situation et une envie. Il faut combiner les deux. Dans le choix. Yann de Kerimel, vous voudriez voir les processus de co-construction où? Où est-ce que ça vous semble important pour vous? Alors un peu partout, mais alors après c'est On une ne revient question... pas sur les nitrates. Non, c'est une question juste de niveau. Et là, je rajouterais à ce que vous venez de dire, qui est très intéressant, le côté financier. Ce qui peut être géré en investissement par une commune doit être une co-construction communale. Ce qui peut être géré financièrement par un département et qui n'a pas aussi d'effet sur les autres départements autour, etc. On parlait tout à l'heure des bassins versants. Ça peut être intéressant de dire, voilà, un individu qui est seul dans une petite vallée qui est fermée et qui veut faire une retenue collinaire, dire la commune, le département, les lois ne devraient même pas s'appliquer pour lui, faire une retenue collinaire, qu'il le fasse. À partir du moment où ça touche une ouverture du bassin qui peut, en cas d'éboulement de sa retenue collinaire, toucher les villages voisins, etc., il faut qu'ils interviennent. Mais je pense que là, c'est un niveau de finance aussi qui doit intervenir avec le côté humain. Maintenant, c'est de dire, pour moi, l'individu a de la valeur en soi. On doit respect à tout individu et l'individu a de la valeur dans sa créativité. Si quelqu'un veut faire quelque chose, le but c'est que le voisinage soit d'accord. Mais là aussi, en fait, on est dans des termes de règles. Mais je veux dire, vous avez un champ, vous voulez construire du photovoltaïque à terre dans le champ. C'est du gaspillage de terre agricole, mais c'est de la productivité. Dire un moment, par contre, vous avez une ancienne décharge d'ordures ménagères sur votre commune et vous voulez faire du photovoltaïque au sol là, très bien, c'est des terres non cultivables, etc. Donc je veux dire, il y a un projet économique, mais c'est un projet auquel il faut que les voisins, et notamment là, je parle donc au niveau de la commune, les gens en tant que payeurs au niveau de la commune d'impôts locaux, etc., doivent avoir leur mot à dire. Il y a une étudiante de l'INRA qui se reconnaîtra, qui m'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on vote chaque loi. Alors je dis oui. Sauf qu'on ne pourrait pas tous voter les lois au niveau national, puisqu'il y a des lois qui n'ont aucun lien avec nous sur le terrain. Par contre, il y a des lois qui, effectivement, devraient être efficientes que là où elles sont votées, parce qu'elles touchent des cultures. C'est la question dans les cultures, puisqu'on est quand même un peu dans l'agriculture, du maïs omniprésent en France. Est-ce que le maïs est fait pour être planté en France et partout? Voilà. Après, je voudrais juste revenir sur un petit truc. C'est 2 questions à l'Assemblée. Vous allez lever la main. Non, vous n'allez pas faire comme Eliane ce matin et poser des questions à ma place quand même. Non, mais juste quel est dans votre assiette, dans l'alimentation, ce qui contient le plus de fer? Le persil? Les lentilles? La fourchette, le couteau? Eh bien, effectivement, bonne réponse, la viande. La viande de bœuf, la viande rouge, c'est ce qui a le plus de fer dans l'alimentation. Donc, je voulais juste venir à cette question. Bon, il y en a d'autres que je pourrais poser, mais qui sont plus gênantes parce que ça repartirait sur les nitrates. Non, c'est pas gênant les nitrates, c'est juste que c'est pas le lieu d'y passer la journée, quoi. C'est tout. Non, mais tout à fait. Mais en fait, il faut que vous sachiez, là je vous le dis juste à titre indicatif, dans les carottes, sur 1 kg de carottes, il y a 270 mg de nitrates.
qu'elle soit bio ou pas bio. La carotte, elle saisit l'azote dans l'oxygène et l'azote et le nitrate dans le sol, elle le transforme et voilà. Donc c'est tout ce qu'il fallait savoir. Non, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, vous et nous, consommateurs, nous coupons la branche sur laquelle nous sommes assises ou au contraire, nous faisons pousser l'arbre qui fera notre avenir. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, si vous achetez des pulls pas chers fabriqués en Chine, vous tuez l'industrie textile en France, il n'y en a déjà plus beaucoup. Si vous achetez des voitures japonaises construites au Japon, vous n'aidez pas PSA, Renault, qui n'ont plus beaucoup d'usines en France, certes. Mais donc ça veut dire, en tant que consommateurs, nous sommes déjà co-constructeurs de demain et nous sommes tout simplement constructeurs. Parce que construire, on ne construit pas quelque chose qui ne va pas durer. Donc construire, c'est quelque chose qui va forcément durer pour nous et pour les autres. Donc co-construire, c'est quelque part une répétition. Construire, c'est dans le temps, sinon ça s'appelle détruire. Et donc, pour moi, c'est... donc, comme on parlait de co-construction, vous voyez, vous avez appris quelque chose, le fer est plus présent dans la viande de bœuf, dans la viande rouge, que dans tous les légumes. Et bien ça, vous l'avez appris peut-être aujourd'hui. Il n'empêche que vous devez vous dire, si je vais à un groupe de discussion sur le bio, le non-bio, l'élevage ou le non-élevage, parce que l'élevage, ça dégage du méthane, etc., il faut aussi penser que, en fait, il faudrait connaître la plénitude du sujet dans lequel on est, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça qu'on fait de la co-construction. Il y a des apprentissages, hein, c'est ce que vient de dire Clément. Et exactement, mais en tout cas, les décisions ne peuvent être prises que si on a acquis ensemble un certain nombre de connaissances, si on a une culture et en tout cas une histoire commune. Sinon, c'est pas possible de trouver des choses communes. Et alors, je parlerai d'un ministre qui s'est fait virer il n'y a pas longtemps parce qu'il ne payait pas ses impôts. Ouh, c'est pas bien. Mais il n'empêche que les gens qui l'ont élu, s'ils avaient su avant, il a été élu comme député, s'ils avaient su avant qu'il ne payait pas ses impôts, ils ne l'auraient peut-être pas élu. Et donc la grande question, c'est que notre avenir dépend de la connaissance que nous avons aujourd'hui et de ce que nous voulons faire demain. Et ça, donc, sur les élus, je vous laisse la responsabilité. Il y a des gens multicondamnés qui sont toujours élus tous les ans, enfin, à chaque élection, en région parisienne. Mais ça, c'est les troubles de la mémoire, ça. Ça pose la question de la démographie, en effet. C'est compliqué, votre histoire. J'entends bien, comment dire, rendre finalement, par des processus de co-construction, un peu de démocratie au niveau local, en fait. Donc c'est le local contre l'État. C'est pas le local contre l'État, on est citoyen et on est en démocratie, donc chacun fait partie. L'État, c'est nous. Oui, J'aime pas quand les gens disent l'État a décidé. Non, l'État, c'est vous, c'est moi. Oui, non, mais le problème, le gouvernement a décidé parfois des choses contre l'État, mais nous sommes l'État. Non, mais le problème, c'est que généralement, l'État est un, et si vous commencez à laisser à chaque commune, ça c'est un commentaire personnel, hein, à chaque commune le pouvoir de décider de sa propre loi, on va rompre le principe d'égalité. Enfin, on va sortir complètement de notre sujet, mais finalement, à travers ce que vous dites, c'est comment dire, renvoyer un petit peu de démocratie au niveau local et peut-être au moins de pouvoir faire parler. Alors, ça s'appelle la subsidiarité. C'est un terme, j'ai longtemps cherché tout à l'heure parce que je l'ai souvent en tête, mais alors quand je le cherche, bim, c'est parti. Et donc tout à l'heure, je me suis privé d'écouter pendant un quart d'heure tout ce que disaient les intervenants pour essayer de retrouver mon terme. La subsidiarité, c'est laisser faire au plus petit ce qu'il est en possession de faire. Et effectivement, si on lit, alors là dans l'histoire de France, mais d'une manière plus globale, un chef, c'est pas quelqu'un qui décide pour nous, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Et un vrai chef, c'est ça. Et alors, pour les quelques-uns qui ont peut-être fait leur service militaire, vous vous rendez compte qu'un bon chef, c'est justement quelqu'un qui il s'occupe du plus petit et il le fait grandir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nos chefs politiques, et même au niveau européen où ils ne sont pas élus, malheureusement, ne nous représentent pas forcément. Et je pense que c'est ça le grand drame, et il faut se réapproprier. Et donc c'est là où je vous invite, si vous habitez dans des petits villages ou même dans des grandes villes, mais rentrez dans les listes communales, faites bouger les choses. On sort là, Yann. Mais non. Non mais ça veut dire, mais même dans la co-construction. Non mais si, parce que vous êtes acteur de demain. Oui, non, mais je sais bien. Il y a une loi qui a été votée cette année. Regardez, j'ai une liste de questions. Il faut qu'on parle de tout ça cet après-midi. Il y a une loi qui a été votée cette année par les parlementaires. Enfin, il y a eu plusieurs lois. Une loi qui interdit la replantation des semences fermières. C'est-à-dire que moi, agriculteur, j'ai des semences, j'ai pas le droit de les replanter. Je suis obligé de passer par les. Mais non. Mais alors, non mais c'est juste pour parler des lois globalement et de dire ces lois sont passées parce que il n'y a pas eu de collaboration avec les acteurs et il n'y a pas eu des consommateurs, des citoyens lambda qui sont venus dire je veux savoir ce que je mange, je veux savoir pour qui je paye mes impôts, etc. Et tout ça, ça fait partie de la co-construction. Et donc à chaque niveau, chaque fois que vous aurez l'occasion de venir dans une réunion ou quoi que ce soit,
Mais surtout, venez-y. Mais n'oubliez pas qu'il y a souvent un grand problème dans beaucoup de questions agricoles, c'est que les agriculteurs ne viennent pas. Et pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils n'ont pas le temps et pas l'argent. Bon, alors ça, on va y revenir, ça fait une transition. Alors Bruno Lyon veut réagir rapidement. Oui, non, mais Oui, si, mais après, non, mais vous je êtes très trouve- clair sur les 3 prochaines questions, de toute façon. Pour être honnête un peu avec tout le monde et que pour tout le monde parle, je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort. C'est-à-dire que dans la co-construction, moi j'ai appris un truc, c'est que l'écoute c'est important. Donc je me permets d'intervenir un peu là-dessus. C'est pas que je veux censurer quiconque, mais bon, le temps passe, etc. Donc si on veut essayer de répondre un peu aux questions et laisser la parole à Lassad, je fais un appel à la bonne volonté de chacun de bien cerner nos interventions. Clément. En fait, non, mais moi, ça pose une vraie question en fait. C'est oui, est-ce que c'est ça, si ouais. on laisse les gens s'auto-organiser, il va y avoir une participation effective et que ça va produire des choses. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les mouvements dans le monde anglo-saxon qui peuvent ressembler à ça, Occupy Wall Street, c'est ça en fait, hein, c'est l'auto-organisation. En France, il n'y en a pas, il y en a très très peu, et qu'aujourd'hui, la majorité des processus de participation, c'est une offre des collectivités pour faire de la participation, et pas l'inverse. Et c'est peut-être aussi un héritage monarchique, c'est quelque chose, mais c'est pas comme ça que ça se passe en France. Alors, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle là, ou des... Christophe Zéry, est-ce qu'on peut faire passer un micro, s'il vous plaît? Orlan, vous avez un micro? Ouais. Merci. Donc Christophe Zéry, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, est directeur de l'ARP. Adjoint, pardon. Non, c'est juste devant, il y a le bouton d'en bas, c'est le bouton on-off. Sinon, il faut parler fort. Ça fonctionne. Merci. C'était pour continuer sur le propos que vous teniez par rapport aux initiatives citoyennes. Je ne partage pas votre constat. Effectivement, si on se réfère... Parlez plus fort, si Christian. on se réfère aux initiatives qui sont visibles et connues largement ou reconnues, portées par des collectivités, c'est très faible. Et je pourrais aller dans votre sens en disant que sur la centaine d'agenda 21 de Midi-Pyrénées, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont d'initiatives citoyennes et tous les autres d'initiatives de la collectivité. Mais je pense que c'est regarder la réalité avec un microscope. L'initiative citoyenne irrigue toute notre société. Que ce soit les mouvements associatifs, corporatifs, professionnels, économiques, bon. Et c'est, me semble-t-il, réduire la vision que l'on en a. Alors, mais je partage l'analyse suivant le référentiel que l'on retient. Alors, c'est d'autant plus vrai que sur quelques agendas 21 qui n'ont pas été conçus en associant la population, très rapidement, les réseaux associatifs ou les personnes impliquées localement détectent, sont au courant. Et finalement, la collectivité les réintègre. Parce qu'ils représentent une force bien supérieure, non pas une force d'opposition, mais une force de construction bien supérieure à ce qui on pourrait penser. À ce qui avait été parce imaginé que au c'est non départ. formalisé. Voilà, merci. Merci. Alors, monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît? Merci. Jean-Yves Rossignol, je suis professeur associé à l'INP et responsable pédagogique du master éco-ingénierie. Si j'ai bien compris, il s'agirait de réserver à la co-construction en priorité les projets qui sont flous, complexes, mais est-ce que ça ne pénalise pas l'apprentissage de la co-construction? Parce que ça demande une certaine expérience, un apprentissage. Et donc, placer d'emblée les acteurs dans des situations difficiles, est-ce que ce n'est pas un peu pénalisant? Voire un peu risqué, Bruno Lyon. Ce qui est quant au résultat qu'on peut en attendre.
Moi, il me semble, hein, après, je parle au nom de gens qui peuvent aussi s'exprimer, c'est que l'apprentissage, c'est pas parce que le sujet est complexe qu'on peut pas faire venir des gens dans un processus de co-construction et en même temps qu'ils apprennent ce que c'est en le faisant. C'est-à-dire que je suis pas sûr que le problème ce soit la complexité du sujet. Au contraire, plus le sujet est complexe, j'ai l'impression, plus les gens se sentiront légitimes à être dans la réflexion pour apporter leur expertise, leur éclairage, leur intelligence sur le sujet. Donc moi j'ai l'impression qu'on apprend mieux, au contraire, quand on est face à une question qui va vous motiver et où vous jugerez que le fait que vous investissez du temps va faire progresser la prise en charge de ce sujet. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un problème personnellement. Et j'ai pas eu l'impression dans ce que j'ai vécu que c'était un problème, que la complexité des sujets était un problème pour les gens. Le seul problème pour eux, c'est que comme c'est complexe, effectivement, ça demande d'investir le sujet dans le temps, ça demande de durer. Voilà. Alors peut-être que des processus sur des choses plus simples permettraient à des gens d'aller jusqu'au bout d'un processus dans un temps moins long, etc. Mais encore une fois, je crois que c'est plutôt le temps le problème que la complexité intrinsèque des sujets. Muriel Ginès. Puis après, on va passer à la question suivante. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension, c'est qu'on peut traiter d'un sujet complexe en parlant simplement, ce qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvée souvent dans des situations où, issus des sciences humaines, ne connaissant absolument rien au monde de l'agriculture, de l'agronomie ou du technologique, et je me suis retrouvée dans des réunions dans lesquelles on est censé co-construire sur des thématiques, sur des sujets. Je comprenais strictement rien. Et du coup, comme j'ai une grande capacité à dire que quand je ne comprends pas, il faut qu'on me répète, et puis qu'on me l'explique autrement, du coup, ça nécessite de faire un effort quand on se retrouve autour d'une table pour énoncer simplement des choses qui peuvent être très complexes. Et d'essayer justement de rendre disponible la connaissance et du coup de faire un partage de connaissances que tout le monde comprend. Et ça, c'est absolument nécessaire. Parce que quand vous avez des gens, notamment dans le monde scientifique ou technologique, voilà, vous êtes capable de mettre autour de la table sur un sujet ou partagé, c'est-à-dire un sujet dans lequel chacun peut amener une expertise. Ils ont tous une langue, on a l'impression que chacun parle une langue étrangère. Et au bout d'un moment, vous dites, pour co-construire, ça va être quand même un peu compliqué. Donc il faut faire un premier effort de partage, un premier effort de langage commun, pour pouvoir, et de partage de connaissances, pour pouvoir arriver à co-construire. Et ça, c'est une étape, comme on disait ce matin, apprendre à se connaître, apprendre à partager, donc il faut savoir expliquer, et ça prend du temps, mais c'est absolument nécessaire. Et donc, dans l'apprentissage, je pense que c'est une dimension, quand vous dites que vous êtes enseignant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre aux futurs étudiants, aux étudiants, aux futurs chercheurs ou ingénieurs, d'énoncer simplement des choses complexes. Parce que souvent, on se cache derrière la complexité d'un langage et ça complique la co-construction. Donc ça, c'est un effort à faire et ça s'apprend. Vraiment. Voilà. Eliane, rapidement. Oui. C'est justement là que Candide a sa place. C'est justement là que le citoyen a sa place. Alors justement, merci Eliane pour cette transition encore cousue de fil blanc. On se demandait tout à l'heure, donc on a quelques pistes là déjà pour commencer à se poser la question de savoir si on regarde dans ce processus-là, qui peut légitimement être à l'initiative d'un processus de co-construction. Je vous sens bien parti, Muriel. Qui a la main, qui a la légitimité pour débuter ce type de démarche? Est-ce que ce sont les élus? Est-ce que ce sont les citoyens? Est-ce que ce sont les institutions, les instituts de recherche, truc bidule? Est-ce qu'il y a une légitimité naturelle? Voilà. Je vous livre tout et... Clément? Alors Clément et puis Bruno après. Moi, en fait, qui a la légitimité de mettre en place un processus de participation? À la limite, tout le monde.
Et je vous rejoins là, sur la question de... Oui, dans la société publique, civile, on peut s'organiser. C'est pas ça le problème. Mais c'est plutôt derrière qui va mettre en place ce qui va ressortir du processus de co-construction. Et là, on retombe sur la question de ceux qui peuvent faire les choses, qui sont responsables des décisions. Et là, on retombe sur les élus, sur les collectivités, sur les gens qui vont faire les choses. Alors après, on peut aussi déléguer une partie aux citoyens. Le citoyen est responsable aussi de certaines choses, mais une grande partie des projets, ça va être les collectivités qui vont devoir les mettre en place. Et donc les plus légitimes, c'est quand même les élus, les décideurs, à un moment donné. Bruno Lyon. Alors ça, c'est pas simple. Je pense que... On n'est pas là pour faire les choses simples. Ouais. Peut-être qu'il y a deux notions, c'est la légitimité et la capacité. La capacité, ça veut dire qu'il faudra des budgets, parce que encore une fois, ces choses-là, il faut mettre des moyens pour que ça fonctionne, donc il faut en général un peu d'argent. Et puis peut-être des ressources humaines. Donc c'est sûr que ça, c'est plutôt du côté des institutions en général qu'on va trouver des moyens financiers pour initier des processus. Par contre, la légitimité de porter le processus, j'en